Congo, yeah. Je suis Igbo, yeah. Je suis Yoruba, Oromila. J'appelle Shango, yeah. J'appelle Congo, yeah. Je suis la fille de Kama. Je suis l'enfant des Orisha, la fille de Batala, je suis la fille de Yemanja. Je suis l'enfant des Orisha, je suis la fille de Oya, je suis l'enfant de Ogu. Orisha yele, Orisha yele, Orisha yele, Orisha yele, Orisha yele. J'appelle Shango, yeah. J'appelle Congo, yeah. Je suis la fille de Kama. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, Voilà. Bonjour à vous, chers amis de Canal+, chers amis de Culture Business. Très heureux de vous recevoir ici, chez nous, et chez vous aussi. J'ai tenu à faire une entame d'émission avec cette musique. C'est une jeune Guadeloupéenne qui s'appelle Tamou Mazama. Retenez le nom, Tamou Mazama. Le titre que vous venez d'entendre s'appelle Orisha. Et ça se laisse écouter. La voix, la technique vocale, mais aussi la qualité du clip. Magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? De belles couleurs. De belles couleurs. Ça change de ce qu'on voit maintenant. Effectivement, je trouve ça très, très, très agréable. Vous connaissiez Tamou Mazama? Non, pas du tout. J'ai découvert. D'accord. Ben, il y a d'autres titres. Je vous invite à découvrir. Bientôt, je pense qu'elle sera en concert en Guadeloupe pour découvrir ce personnage. Surtout pousser notre jeunesse. C'est bien dans l'esprit de Culture Business. Elle est très jeune. Je crois qu'elle a à peine 19 ans ou 20 ans. Ouais, je crois 19 ans. Et donc, il faut pousser cette jeunesse qui est en quête identitaire. Vous avez vu, elle est très imprégnée de l'afrocentrisme de l'Afrique. Et donc, en recherche de ce qu'on est, ce qu'on devrait être, ou pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Ce sera son premier passage en Guadeloupe? Non, elle a déjà fait des petites scènes, mais c'est une nouvelle carrière, je pense. Voilà, donc on la salue, et elle doit nous regarder du côté de l'Afrique. Donc on la salue, et on lui dit que, voilà, on suit le travail. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de quel métier, quelle filière qui recrute en Guadeloupe. On va parler notamment avec nos invités qui sont Madame Marlène Borel. Vous êtes tuée, pardon, j'avais oublié ça. Comme j'ai mis la chemise, je sais pas. J'ai mis cette chemise à grand manche je me suis fait chambrer par mes collègues parce que j'ai mis une chemise à grand manche. Donc ça m'a. Ça va très bien, Patrick. Ça va très bien. J'ai regardé le congrès des élus. Voilà. Ça m'a. Le colloque. Sur le devenir institutionnel de la Guadeloupe. Voilà, très bien. Le colloque, voilà, c'est un colloque très intéressant. Donc ça m'a, voilà. Ça t'a inspiré. Ça m'a inspiré. Voilà. Donc j'ai eu envie de vous voyez. Alors que ce n'est pas la pratique du tout. Alors, Marlène Borel, donc tu es proviseur du lycée Augustin Aron à Bémao. Tout à fait. Et donc, on va discuter avec toi sur les options, puisque vous accompagnez la jeunesse guadeloupéenne. Vers quoi? Vers quel avenir? On va discuter de tout ça. On a aussi Julien Citadel,
Merci d'être avec nous. Merci à vous. Donc toi, tu es responsable de la partie nautique dans la base nautique du Nord-Bastère, c'est bien ça? Non, dans l'association nautique Nord-Bastère. C'est l'association, d'accord. Association nautique Nord-Bastère. On rectifie tout ça. Merci d'être là. Donc avec toi, on va parler nautisme, perspective, d'emploi, de développement économique. Et donc, on compte sur toi pour nous apporter ta science. Merci. Ensuite, on a M. Cédric Béramis qui est là, qui va clôturer cette émission avec un projet qui est un projet audiovisuel avec des contes et des dessins animés. Là aussi, un secteur porteur, puisque beaucoup que ce soit au Nigeria, que ce soit en Afrique du Sud, au Kenya, plein de pays d'Afrique ont choisi cette option comme étant pas simplement une expression simplement culturelle, mais de l'économie culturelle. Donc là, la Chine était précurseur, les États-Unis en premier ont impulsé toute une dynamique et sont devenus numéro 1 mondial avec leur culture. On nous a imposé à tous la culture du cheval, du cow-boy avec le Marlboro. C'était l'économie culturelle qui s'est imposée dans le monde. Alors, pourquoi pas une réflexion locale? Pourquoi pas une réflexion guadeloupéenne, attendu que nous avons notamment fait plusieurs émissions sur le cinéma en Guadeloupe et où on a compris qu'il y avait énormément de compétences eu égard au lycée de Pointe-Noire. N'est-ce pas, Magali? En effet, beaucoup de choses intéressantes. Comment tu vas? Très bien, merci Patrice. Et toi? Ben moi, ça va. Je pose des questions, c'est plutôt à toi de me répondre. C'est de la bienveillance. Je vais très bien en tout cas. Bonjour à nos téléspectateurs. Elle a mis une fleur, vous avez vu? Oui, voilà. Je l'ai cueillie ce matin dans mon jardin. Ah, en plus? Moi, celui que j'aurais aimé avoir. Ah, le jardin que tu n'as pas. Bon, alors, la semaine dernière, on l'a rebaptisé. On l'a rebaptisé Magali. Voilà, elle s'appelle J'ai un problème. J'ai un problème parce que chaque fois qu'elle ouvre la bouche, j'ai un problème avec ça. On est bien d'accord que lorsqu'il y a un problème, il y a une solution. Toujours. Tout à fait. Toujours. Voilà. Donc moi, je soulève les problèmes. Voilà. Et effectivement, j'accompagne les solutions. Je ne dis pas de problème, je dis qu'il y a des situations. Voilà, il y a des expériences. On a des situations à résoudre et on doit trouver la solution. C'est ça. Donc ton jardin, tu l'auras. Oui, je milite pour. Très bien. Cédric, ça va? Oui, ça va. Merci d'être avec nous. Merci. Voilà, on va saluer Jordan à la technique et nous, on va commencer notre émission. Ah, comment? Je t'ai salué juste après, tu n'as pas répondu. Français, mais ça va? Très bien, merci. Heureuse d'être... Tu vois, elle n'a pas entendu, je t'ai salué. Heureuse d'être parmi nous ce matin, oui, comme d'habitude, toujours en joie. Le sujet t'inspire? Oui, ouais. Parce que la jeunesse, le devenir de la Guadeloupe passe par le devenir de la jeunesse. Très bien, en plus, on parle de l'avenir de la Guadeloupe. Et là, on va traiter ce sujet en plateau. Nous avons choisi de traiter ce sujet en plusieurs volets. Là, on va parler nautisme et on va voir avec vous audiovisuel et d'autres formations, mais on ira, parce qu'on ne pourra pas traiter tout ça, c'est énorme. Il y a aussi le tourisme, avec une experte qui viendra. On a aussi la question de la transformation. Il y a tous ces secteurs, le secteur agricole. Je voudrais excuser le monsieur Plumasso du Pôle emploi, qui vraiment n'a pas pu venir ce matin, donc il s'excuse. Mais la prochaine émission, on va poursuivre sur les autres secteurs, il sera là. Il y a beaucoup de choses à dire. Et ce qui est important, je tenais à le souligner, nous sommes très suivis, puisqu'il est 11h ici, mais en Hexagone, voilà, c'est un bon créneau. Donc nous sommes très suivis dans l'Hexagone. Et ça permet à nos étudiants, ou à ceux qui ont envie de rentrer ici, qu'ils analysent un peu le tissu local, les filières, comment ça avance, l'état des lieux, parce que c'est ça le rôle de Culture Business, c'est faire un état des lieux et surtout de proposer des critiques positives, constructives. Donc, de manière à ce qu'ils se projettent et qu'ils sachent, voilà, je peux aller dans tel secteur, parce qu'il y a de la demande. Pour finir, on va aussi recevoir quelqu'un de la Chambre des métiers pour parler du bâtiment, où il y a de fortes demandes aussi des métiers en tension, notamment carreleurs, plombiers, etc. On en a besoin. Voilà, j'ai tout dit, c'est bon? Oui, c'est bon, parfait. Ok. Magali, je peux commencer? Bien sûr. On est d'accord que cette émission commence. Merci. Voilà. Donc, alors, je tenais justement succinctement parler de l'économie informelle de la Toussaint, où nous avons passé 2 jours où il y a eu tout un ensemble de personnes qui nettoient les tombes, qui y a un commerce autour des bougies, etc. Et il y a beaucoup de déplacements, les fleurs, tout ça. Donc, souligner que c'est comme Pâques, ce sont des événements que les communes
doivent prendre à bras le corps et inciter à faire en sorte de création de la valeur ajoutée, concrètement. Parce que là, on reste dans un cadre culturel, c'est bien, cultuel aussi, mais il est important aussi que la collectivité s'empare de ces problématiques et se décide à valoriser des entreprises, vous voyez. C'est-à-dire que peut-être donner un statut à ceux qui nettoient les tombes, pourquoi on nettoie que pendant ce moment-là, pourquoi, voilà. J'en ai discuté avec des jeunes qui se trouvaient au cimetière, là où j'étais, dans la commune de Goyave, et ils me disaient qu'ils avaient un projet, en fait. L'argent, c'était dédié à quelque chose. Voilà. Ils ne faisaient pas ça pour ça. Ils avaient un projet derrière, en fait. C'était des jeunes à peu près de 14, 15 ans. Ils avaient tout ce projet. Voilà. Je sais qu'il y a un jeune qui me disait qu'il avait fait 2500 euros non, mais ça paye quand même. Donc, mais je ne sais pas si c'est sur ton émission ou notre média qui a mis en valeur un jeune couple qui en a fait son métier et son entreprise. Et qui d'ailleurs disait que ce n'est pas du ponctuel pour eux, c'est dans le long terme. Parce qu'on a des sépultures qui sont à l'abandon et donc eux, ils travaillent tout au long de l'année à restaurer, à remettre en place. Et donc ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'elle était dans le social, je crois, ou la communication, me semble-t-il, dans l'Hexagone. Et elle disait, ils ont plié bagages, ils avaient vraiment envie d'entrer tous les deux. Ils sont tout jeunes, tout mignons, mais extraordinaire de voir comment cette dynamique se met déjà en place. Et là, on peut se dire, voilà une expertise qui est en train de se mettre en place par la création. C'est que, on ne se rend pas compte que dans l'Hexagone, il y a 1 300 000 Antillais. Oui. Et donc, ce qui fait qu'il y a autant de Guadeloupéens en Guadeloupe qu'à l'extérieur. Tout à fait. Qui ont des parents et des sépultures. Voilà. Donc, ces personnes-là pourraient très bien faire appel à un prestataire pour entretenir, emmener des fleurs au moment des anniversaires. Enfin, je ne sais quoi d'autre, mais il y a une vraie réflexion à porter là-dessus. Voilà, c'était juste ce que je voulais souligner. Magali, quelque chose à rajouter là-dessus? Tu as été au cimetière? Non, je t'avoue que je n'y suis pas allée. Tu mets des bougies chez toi? Non plus? Non plus. C'est pas une fête que tu... Je ne dis pas ça trop fort parce que mon papa sera pas content. Clairement? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, j'espère que mes parents, PARENTS, ne regardent pas l'émission aujourd'hui parce qu'ils ne seront pas contents. Tu me fais dire des choses qui ne sont pas bien. Tout le monde regarde quand à 11h, là, c'est fini pour toi. Voilà. Mais on peut nettoyer. Moi, j'ai nettoyé comme d'habitude, mais je ne le pratique pas. Mais c'est ça, en fait, le souci. En fait. C'est la question que j'étais en train de me poser. Parce que tu soulèves effectivement ce sujet-là, des sépultures et tout, qui sont abandonnées. Mais il y a aussi, malheureusement, c'est vrai, des gens qui n'y apportent pas forcément une importance. Tu parles tout bas ou... C'est ça. Ah bon, c'est vrai, vous ne m'entendez pas? Mais comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a pas... Aujourd'hui, c'est quelque chose contre moi. Je lui ai demandé s'il a fait le... Aïe, 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 aïe. Bon, je vais gérer ça pendant la pub. Non, mais je disais en fait que le problème là, c'est que tu as des gens aussi qui ne s'intéressent pas à cela. Donc... il faut voir finalement comment faire. Est-ce qu'il faut peut-être rendre, tu sais, quand tu as le caveau, c'est ça? Peut-être rendre ça payant, c'est-à-dire demander à la personne, au propriétaire d'entretenir son, je sais pas, je t'avoue, il faudrait réfléchir. Imposer, parce que tu as beaucoup de caveaux qui sont abandonnés. Oui. Tout comme on dira aussi que tu as beaucoup de maisons qui sont abandonnées. Comment faire finalement? Je menais cette réflexion dans ma tête pendant que tu étais en train de parler de ça. Très bien. Et tu sais, la jeunesse maintenant, excuse-moi, hein. Moi, je pense que je vais être la dernière génération, excuse-moi, où on va aussi me dire. La jeunesse maintenant, tu sais, c'est sur les réseaux. Mais la preuve, tu n'es pas allée. Non, mais franchement, il y a beaucoup de jeunes. Je pense qu'on va allumer des bougies. Des trompe-toi, il y a énormément de jeunes. C'est une activité, une nouvelle activité, les bougies numériques. Ça serait intéressant. Parce que maintenant, tout est dans le numérique. Comme quand tu vas dans les grandes basiliques, dans l'Hexagone, tu as des choses, un peu comme on va aussi à Noël, avec les petites lumières qui s'allument mais qui ne sont pas avec une petite pile. C'est ça. Donc pourquoi pas? Tu vois, Patrice, bientôt on n'aura même plus besoin d'aller aussi. Bientôt on n'aura rien besoin de faire. Tu restes chez toi et tout se fait. Je suis contre ça. Moi, j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que c'est le côté culturel qu'il ne faut pas. Voilà, en fait, c'est ce pan culturel. Ce n'est pas le sujet de l'émission, en effet, mais c'est la culture. Il faut qu'on arrête d'aller regarder ce qui se passe ailleurs dans le mauvais sens. Il faut qu'on adapte à notre culture. Parce que notre culture est belle. Mais malheureusement, on veut aller ailleurs, chercher ce qui nous appartient, pas et ramener. C'est ce pan culturel qu'il faut préserver. C'est ça, il faut qu'on préserve cette culture. Moi, j'ai vraiment un problème avec ça. Madame Borel, alors, on va parler justement des filières.
Donc, proviseur du lycée Augustin Aron. Alors, comment ça se passe donc, c'est un lycée professionnel déjà. Un lycée professionnel. Donc, vous préparez vers quelle filière? À vocation tertiaire. Tertiaire, d'accord. Donc, nous avons tous les métiers du tertiaire, depuis tout ce qui est bac pro, accueil, gestion, pour aller vers le BTS, GPME, gestion PME, le BTS assurance, le BTS profession immobilière. Okay. Donc, c'est toute une filière que l'on essaie au fur et à mesure d'accompagner tous ces jeunes au fur et à mesure jusqu'au BTS, mais plus loin que le BTS vers la licence professionnelle. Profession immobilière, c'est nouveau ou... Profession immobilière, on est quand même sur la deuxième, on est maintenant sur la troisième mouture. Troisième année, ça veut dire? Troisième année, parce que ce n'est pas... Il faut savoir que le BTS profession immobilière et le BTS assurance ne se font pas chaque année la première année. On fait une montée pédagogique. On fait la première année, on passe la deuxième année. Donc, quand ils sont en deuxième année, il n'y a pas de première année. C'est le même groupe, d'accord. Donc, c'est un groupe. Alors, ça a été bien pensé, parce qu'on ne veut pas inonder non plus le marché. Bravo. Et donc, il faut absolument que ces cohortes qui sortent arrivent à s'insérer. Bravo. Alors, pour le moment, on est super contents parce que nos cohortes qui sortent sont tout de suite insérées, aussi bien en assurance qu'en profession immobilière. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes quand même les seuls du territoire à proposer le BTS. C'est deux BTS rares. Je salue cette approche, puisque on a vu, c'est pas français, mais qui me dira à l'inverse, on a beaucoup de sessions de chargés de ressources humaines, directeurs des ressources humaines qui ont été formés en Guadeloupe pendant des années. Oui. Chaque année, 30 personnes sortaient avec un... Alors qu'on a 3% de grandes entreprises qui peuvent recruter un chargé de ressources humaines. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on forme pourquoi? Exact. Et donc, pour partir. Exact. Donc, ensuite, il y a eu les conseillers en insertion professionnelle, les CIP. On formait pratiquement, je connais ça, plus de 60 CIP par an, alors que les CIP sont amenés à travailler dans des associations qui elles-mêmes ne sont pas structurées, elles-mêmes sont en grande difficulté. D'autres doivent travailler dans les collectivités pour mener à bien des projets, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. Parfois la cohérence entre les formations qui sont proposées et les besoins, les offres au niveau des emplois qu'on a en Guadeloupe. Voilà. Alors, c'est pour ça que justement, dans le cadre de la grande réforme de la filière des formations professionnelles et de la formation tout au long de la vie, nous avons une obligation maintenant de travailler en prise directe avec les entreprises, et nous avons mené un très beau partenariat. Je la regarde, Franck-Aimé. Nous avons mené un très beau partenariat. On me dira, ne serait-ce qu'une élève, qu'une apprentie, mais le socle du travail commence comme ça, parce que ça nous a pris des heures de travail, c'est de la rigueur, pour comprendre le besoin de l'entreprise, pour ajuster avec les enseignants le tableau de stratégie, pour que ensemble, entreprise et éducation nationale fonctionnent de même pas. Et c'est ce qu'on a demandé. Alors, il faut demander justement à Franck-Aimé comment on a eu ce beau partenariat. Ce qui a été intéressant, c'est que nous avons répondu aux besoins de l'entreprise. Ensuite, nous avons écouté l'entreprise et nous avons été quand même attentifs aux remarques de l'entreprise, parce que tout n'est pas rose, on ne fait pas tout super bien. Et ce qui a été intéressant, c'est la franchise de Franck-Aimé, que vous connaissez, qui a été pour nous comme un miroir, un retour en disant non, là c'est pas bon, là il faut être un peu plus réactif. Et donc on a été step by step. Et ça a donné quelque chose de formidable. Oui, très bien. L'élève a obtenu son diplôme avec la mention. L'élève est recruté. Justement, chez un de mes clients. Donc c'est très simple en fait. Ils ont une période de stage en entreprise. Alors, moi, j'aime pas dire... stage. Ce sont les élèves du collège qui vont en stage. Ce sont des apprentis. Nous, ce sont des PFMP. Quel que soit même, ce sont les élèves de terminale. C'est vrai. Ils sont en PFMP. Ce sont des périodes en milieu professionnel qui entrent dans la scolarité obligatoire du jeune. Voilà. Et s'il ne satisfait pas aux 5-6 semaines de PFMP, il ne peut pas aller à l'examen. Et heureusement que là encore, on peut les tenir un peu par rapport à ça en disant attention. Tes PFMP, tu dois les réaliser. Tu ne peux pas aller la fleur au fusil en disant aujourd'hui je suis malade, je ne vais pas. Mais comment tu vas à l'examen? Tu dois avoir un certain nombre d'heures en entreprise. Est-ce qu'il y a un nombre d'heures? Il y a un suivi. Sûr, il y a le livret. Il y a le livret du jeune, il y a le livret. Des fois, on va dans une entreprise, on fait des photocopies. Donc, il y a des contacts entre l'entreprise et le lycée, justement pour le suivi. On a des réunions, on se retrouve, on discute, on voit ce qui a marché, ce qui a moins marché. Et moi, ce que j'ai apprécié surtout, c'est
le caractère humain de la chose. Parce qu'il y a des choses qui devaient être améliorées par rapport à cet apprenti. Et vraiment, moi, je suis cash. Je dis ce que je voyais, moi, ce que je comprenais, et qu'il fallait vraiment améliorer la situation. Et les choses se sont faites petit à petit. Mais en tout cas, on avait cette possibilité-là de s'exprimer, d'avoir un contact. Et il y avait le professeur qui venait en entreprise à plusieurs reprises pendant ces périodes-là, pour contrôler, pour faire le point, pour évaluer aussi, parce qu'il fallait qu'on évalue sur le livret comment l'apprenti a évolué. Est-ce que ce fonctionnement-là est un fonctionnement propre à votre établissement, ou bien c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les autres établissements qui proposent des formations? Alors, en principe, l'éducation nationale répond à un cahier des charges, on a envie de dire. Que ça soit chez moi ou que ça soit au lycée professionnel X ou Y, on a un cahier des charges qu'on doit respecter. Maintenant, chaque tête, chaque esprit, chaque fonctionnement. Nous, ma devise, c'est que quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dois travailler l'excellence. L'excellence pour nous, c'est pas avoir 20, être avoir la palme, c'est être régulier, rigoureux, respectueux, motivé et curieux. Donc, quand tu réunis ces critères-là, et quand on sent que l'élève, il est dans cette dynamique-là, alors on propose à certaines entreprises, parce que là aussi, on va parler de l'apprentissage, de l'alternance. Parce que ça aussi, il faut faire attention. Tous nos jeunes veulent rentrer dans l'alternance. Oui, mais ils ne sont pas motivés, voilà, c'est ça. Point ils veulent avoir d'interrogation. l'argent, mais ils ne veulent pas fournir le travail qui va avec. Oui, mais en face, on ne parle que des jeunes. Mais on doit parler aussi des entreprises. Oui. Quand tu disais tout à l'heure, j'espère qu'il ne faut pas que des photocopies, ce sont des projets qui n'ont pas été travaillés en amont. Et donc, quand ce n'est pas travaillé en amont, oui, on veut des apprentis, parce qu'on a des copies à faire, parce qu'on a du matériel à chawailler, parce que. Mais le projet du jeune, il n'est pas travaillé. Et c'est pour ça que nous, surtout pour nos alternants, alors on va bifurquer rapidement, puisque c'est ce que tu avais chez toi, des alternants, j'évite de mettre l'alternance dès la première année de BTS. J'explique aux étudiants, vous n'êtes pas encore prêts pour entrer dans le monde de l'entreprise. Ça doit être comme la carotte, ça doit être comme une récompense. Tu veux rentrer en alternance, tu dois nous prouver de ta motivation, de ta détermination, de ton projet, de ce que tu veux réellement faire. Et c'est à ce moment-là que les entreprises qui frappent à la porte, on leur dit, OK, on vous conseille 3, 4, 5 apprenants, pas plus, pour pouvoir faire un travail de qualité. Parce que si on met 30 apprenants, excuse-moi, c'est une usine. Non, mais alors justement, Marlène, est-ce que il y a une vraie préparation? Parce que des fois, en fait, je vais être cash, on est dans la culture business. Oui, bien sûr, l'émission est là pour ça. On dit beaucoup de choses quand on est à la télé, mais dans les faits, est-ce que le jeune, parce que nous, on le voit, à Canal 10, on reçoit énormément de jeunes. On voit que les jeunes n'ont pas des fois le savoir-vivre, pas le savoir-être. Ils sont des fois... Donc, est-ce que avant d'envoyer un jeune dans une entreprise, il y a des modules, et ça, j'aimerais même à Pôle emploi, est-ce qu'il y a des modules de préparation du jeune à entrer dans l'environnement professionnel? Alors, sur des notions de base, des questions bonjour, arriver dans on n'a pas son portable pendant toute la journée, la ponctualité, ne serait-ce que se rendre disponible. Une autre chose, prendre des notes. Vous avez des jeunes qui viennent dans une entreprise. On a affaire à une génération qui n'est pas autonome, qui n'a pas le sens des responsabilités, qu'il faut tenir malheureusement par la main. Et en fait, en entreprise, on se retrouve souvent avec des chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément le temps. Oui, bien sûr. Il y en a qui sont assez bienveillants, qui peuvent donner... Mais on ne peut pas passer notre temps, nous, parce que nous, il faut qu'on fasse de l'argent, en fait, on va entre guillemets, c'est vrai. Oui. Donc, on n'a pas le temps de former. Surtout lorsqu'on voit que le jeune n'est pas motivé. Vous savez, quand vous avez un jeune motivé, mais qui n'a pas forcément ce que vous attendez de lui, mais qui vous montre qu'il a envie, ce n'est pas la même chose. Par contre, il y en a qui viennent et qui n'ont pas envie. Alors, juste, messieurs, vous avez le droit, vous avez même le devoir de participer, parce que tout à l'heure, ça sera à vous, mais participer, je crois. C'est lui que tu es formateur aussi, donc ces questions-là te sensibilisent. J'écoute avec attention, surtout le moyen qu'a utilisé le lycée Augustin Aron pour mettre des formations en place. Parce que je ne suis pas non seulement formateur, mais je suis aussi coach numérique. Donc, mon objectif, c'est de mettre des stratégies en place dans le numérique pour permettre l'évolution de tout type de profession. Alors, coach numérique, c'est juste que je voudrais comprendre, en fait, vraiment, le coach numérique, qu'est-ce qui... En fait, donnez-moi un exemple. Quelle est sa mission? Voilà. Merci. Alors,
La mission de coach numérique, c'est de permettre à tout un chacun d'utiliser les outils numériques pour leur progression. Ah, j'ai besoin de ça. C'est le nouveau c'est le nouveau mot à la mode aussi, l'électronisme. Il y a un terme consacré, l'électronisme. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, bon, ça parle de téléphone, de l'ordinateur, en fait, toutes les applications. Les outils. Tous les outils. Alors, vous savez, il y a un métier qui rapporte en Guadeloupe, c'est l'agriculture. Comment peut-on utiliser le numérique pour favoriser l'agriculture? Eh bien, il y a des applications qui te... Oui. Je suis de ça, monsieur. Mais alors, j'ai fait une proposition justement à la maison familiale avec des applications, la MFR, pour permettre justement aux apprenants d'utiliser. Et ce n'est pas tout. Une application qu'on appelle Calva, qui vous permettent de faire la communication. Ah oui, Canva, c'est connu maintenant. Si tu donc, est-ce que vous êtes dans les lycées professionnels, justement, au lycée agricole? Attendez, ce qu'on va faire. Oui, c'est bon, vous êtes... bon, on va partir du côté de la pub et ensuite on revient avec Marlène pour... Après la pub, alors je rappelle que vous êtes dans Culture Business, non? C'est toujours les mêmes. Hein. C'est pas une émission humoristique, hein, c'est Magali là. Donc on parle économie ici et le sujet aujourd'hui, on parle des filières et des métiers qui recrutent. Alors Marlène, justement, on parlait avec toi, donc on avait essayé d'esquisser un peu les différentes orientations de ton lycée. Alors je vais poser la même question que je dis à tout le monde. Hein. On a l'impression qu'en Guadeloupe, il y a des choses qui sont très très bien, on n'en parle pas assez. Il y a le lycée hôtelier qui fait un travail extraordinaire, avec une qualité d'enseignement extraordinaire. Il y a le lycée de Pointe-Noire, le lycée audiovisuel qui fait un travail extraordinaire. Et il y a votre lycée qui fait sur la question du tertiaire. Il y a une forte demande dans le domaine du tertiaire et surtout une demande de remonter le niveau administratif. De qualité. D'accord? De qualité. De monter en compétence. Donc, il faut, cet établissement-là doit, justement, à l'instar du lycée hôtelier, on entend souvent parler de lui, mais on devrait plus entendre parler du lycée. Mais tu sais, j'ai envie de dire, nos lycées en Guadeloupe font un excellent travail. Oui. Nous avons des formations dans le bâtiment qui sont excellentes. Excellentes. Malheureusement, c'est le monde de l'entreprise. Hein, les ouvriers ou les apprentis sortent d'ailleurs, tout simplement pour réduire les coûts, pour faire de la marge. Et donc, nos jeunes, qui sont, pour moi, très bien formés, parce que nous avons des enseignants très engagés. Juste avant l'émission, on parlait quand même du prix obtenu par notre université. C'est pas rien quand même. Il faut qu'on en parle. Le chercheur universitaire. L'université fait partie des 500 universités au monde. Universités de Guadeloupe. Au monde. Donc, il faudrait relayer cette formation. Quand on voit que nos jeunes, ils partent. Quand on travaille sur la plateforme Parcoursup avec nos élèves après la terminale pour qu'ils entament leurs études. Beaucoup disent « Ah, moi je veux partir, on m'a dit que c'est pas sérieux, que l'université fait des cours comme ça, c'est pas sérieux. » Mais peut-être un qui a eu une mésaventure, deux qui ont eu une mésaventure. Quelle université ne connaît pas des difficultés, surtout quand on sait que les budgets sont réduits, et comme dans certains lycées, comme par ailleurs. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il y a une belle montée en charge de la compétence et de formation de nos élèves, de nos apprentis. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un travail, comme on a fait avec, on a eu à initier, mais qu'on fait avec d'autres partenaires, on fait avec EDF, qui fait un gros travail, on va faire avec eux ma classe en entreprise. Ça veut dire qu'on a une classe qui ira à EDF pendant au moins 3 mois avec les enseignants pour s'habituer aux différentes plateformes. Quand vous dites une classe, toute la classe? Oui, c'est-à-dire une classe, donc 30 élèves vont 15, d'accord, qui seront séparés, divisés en matin. Mais ça demande un gros travail. Ça demande une organisation en amont, ça demande un investissement des enseignants, ça demande que, allez, tout le monde, allez, on joue le jeu. Il l'avait bien dit, on joue le jeu. Donc, on doit jouer le jeu pour, disait-on, que nos jeunes se familiarisent aux entreprises de Guadeloupe, mais également à la demande et aux attentes des entreprises. Donc, je crois que il y a une réflexion qui est à mener.
on doit se dire qu'il y a de très grandes choses qui se font chez nous. Maintenant, c'est comment permettre à nos élèves faire, voilà. Moi, je comment dirais, permettre. Par exemple, on a parlé du lycée d'hôtellerie ici, mais on a des enfants qui sont de par le monde et qui excellent parce qu'on reconnaît la qualité de leur formation. Sinon, il y a longtemps qu'ils seraient déjà revenus. Malheureusement, quand ils reviennent, ils trouvent des clopinettes. Ah non, mais ceux qui reviennent quand même sont... Alors, moi, je dirais, vous avez dit, hein, on a des compétences, vous avez des élèves, vous les formez de manière à ce qu'ils soient opérationnels sur le terrain. Le problème, c'est qu'en fait, maintenant, ce qui est prôné, c'est qu'il faut être parti pour pouvoir avoir on va dire, pour être reconnu. C'est-à-dire que ceux qui sont ici, s'ils montrent un CV ou ils montrent qu'ils sont restés ici, le chef d'entreprise accorde plus de valeur à celui qui est parti. Parce qu'on... C'était avant, Magali. Ah si, ça se fait toujours. Mais on parle même de retour au pays. On valorise plus les compétences d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un, c'est-à-dire un entier, hein, un Guadeloupéen qui est parti et qui revient. Mais les chefs d'entreprise gardent à l'esprit que celui qui est parti est plus compétent que celui qui était là et pourtant qui a même plus de compétences parfois. Mais justement, c'est à nous de donner à cette jeunesse-là que nous formons cette capacité à démontrer sa force et sa compétence. C'est-à-dire que quand on forme, par exemple, en profession immobilière, excuse-moi, je ne veux pas qu'un chef d'entreprise vienne nous dire « mais vos élèves, là, au niveau juridique, en droit, etc., c'est pas bon ». Non, on va dans les cours, on va dans les salles et on leur dit « écoutez, vous êtes une partie de notre représentation quand vous allez dans l'entreprise. Pas fait nous honte. » Madame Bourrel, premier point. Moi, j'ai un autre problème aussi avec... Alors, attends. Donc, moi, je pense que c'était un discours d'autrefois où on fait confiance. Il faut qu'on arrête de se flageller. Il faut que les enfants aussi, les jeunes, qu'ils soient, encore une fois, dans la recherche permanente de faire toujours mieux ce que l'on fait. Est-ce qu'il y a, Madame Bourrel, dans votre formation, une partie, parce que sinon, moi, je peux venir faire ça pour vous, je vous avoue, ça me tue. Vas-y. Une partie sur comment se présenter en entreprise, comment la tenue vestimentaire, comment s'exprimer, comment arrêter de se dévaloriser, mais au contraire, prendre confiance en soi. Vous voyez, des choses qui permettent justement que le chef d'entreprise voit qu'il a quelqu'un, un coach numérique et puis un coach en... Alors, je vais me mettre coach. Je vais changer, je vais me reconvertir, je vais devenir coach. En plus, Magali, les établissements dépensent, nous en tout cas, nous avons fait le parti dans le cadre de certains projets, je viens de le dire à l'émission précédente, on fait des émissions sur le bien se nourrir, sur la santé, le sport. Je participe bientôt, dès ce soir, je pars, sur un colloque santé-sport avec un partenariat franco-italien sur les nouveaux métiers. D'ailleurs, ça va t'intéresser peut-être sur les nouveaux métiers. Donc, oui, nous investissons de plus en plus. C'est vrai que ça se paie, un coach, quand il te demande de l'heure 130 euros, 125 euros, ça se paie. Mais les établissements mettent en place, dans la mesure bien sûr de leurs moyens, des accompagnements, notamment avant les périodes d'examen, pour gérer le stress, savoir le syndrome de la page blanche, avoir confiance en soi. Mais également, c'est une obligation, quand je disais que dans l'éducation nationale, il y a des chartes à respecter. Alors, peut-être que tout le monde n'a peut-être pas la même rigueur. Il y a ce qu'on appelle la semaine de préparation en entreprise. Tu ne peux pas. Nous recevons des élèves de 3e. Ils sont en seconde. Tu ne peux pas envoyer des élèves. Bonjour monsieur, j'ai un stage. J'ai un stage pour faire qui ça? Pour faire quoi? Il faut que tu sois ta posture. Donc, la posture. Moi, je parle même de la posture. Parce que tu peux avoir un short sur toi, un bermuda. Mais non, attends, je vais t'expliquer. Tu peux, par exemple, avoir un bermuda et avoir une posture. Tu peux avoir un pantalon et il est sous tes fesses, tu as tes sandales dans tes claquettes dans tes pieds et tu marches comme ça devant moi. Donc, il y a la posture. Il faut qu'on travaille avec nos enfants sur la posture. Quand je te parle, quand tu parles à l'entreprise, la tête, ta posture, les horaires de l'entreprise. Tu n'es pas chez maman, tu n'es pas chez papa. Donc, il y a un travail. Alors maintenant, on ne peut pas être la maman et le papa non plus de tous les enfants. On fait ce travail dans l'établissement. On tente d'avoir de vrais partenaires, les parents. C'est pour ça que chez nous, je pense que ça se fait aussi dans d'autres établissements, je m'oblige à faire des rencontres avec les parents, des rencontres intermédiaires par classe, des bilans intermédiaires. Avant la sortie de Toussaint,
avant la sortie de Noël. Ça fait beaucoup aux enseignants, je sais. Si me regardez, doit dire, c'est lourd. Mais on en tire beaucoup de satisfaction. Parce que... Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel que soit le secteur, le vôtre, mais aussi les leurs, à quel moment l'entreprise, le domaine entrepreneurial, fait remonter ses besoins pour que vous puissiez être en phase avec les besoins des entreprises. À quel moment? Sous quelle forme? Alors, il faut savoir que là aussi, la carte des formations est de la responsabilité de la région, mais aussi du rectorat, des services académiques. Cela s'appuie sur une demande qui a été initiée par les services de l'INSEE, par Pôle emploi, par la Chambre de commerce, en disant, voilà, nous aurons besoin d'ici 2 ans, 3 ans, telle formation. Est-ce que c'est des directives locales? Alors, oui, puisque si tu parles des directives gouvernementales, d'abord, puisque tu as un ministère qui s'appelle l'Éducation nationale, ensuite ça redescend sur l'académie, mais ça redescend sur Pôle emploi, ça redescend sur tout ce qui est entreprise de statistiques, un peu Calistat et les autres, ça redescend donc sur le tissu local. Ça redescend avec la région qui a en charge la carte des formations. La région peut dire, nous, ça ne correspond pas à notre besoin. Par exemple, la région mène un gros projet sur le numérique parce que il y a une nécessité qui a été remontée, tant au niveau national, mais qu'au niveau du local. Alors, une dernière question pour ce qui concerne, pour ma part. Alors, déjà, il y a la question on a parlé des attentes en termes de savoir-être. Je pense que le chef d'entreprise, comme disait Magali, peut accompagner sur le reste. Est-ce que, justement, ces besoins-là, à certains moments dans l'entreprise, l'entreprise intervient dans l'établissement pour vous dire, par exemple, on est dans un domaine du tertiaire, c'est l'administratif. Est-ce qu'on travaille spécifiquement sur les TPE qui ont une problématique particulière, la dynamique, beaucoup de psychologie aussi, parce qu'on a des besoins des entreprises qui sont spécifiques à notre fonctionnement. Est-ce qu'il y a ce lien-là qui se fait pour orienter la formation? Par exemple, on a eu 2 ou 3 entreprises, quand on a visité, les enseignants ont visité, les étudiants BTS, GPME, etc. On a vu ce qui leur manquait, c'était ce volet numérique, digitalisation. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, en conseil pédagogique, avec les enseignants, on s'est dit, il faut résoudre ce problème-là, puisque les entreprises sont en attente d'une compétence supplémentaire. Donc, on doit donner une coloration à notre diplôme. C'est ce que nous avons fait. Nous avons donné une coloration à notre BTS GPME. Et donc, on a ajouté pour les élèves un module de 3 heures en digitalisation. Donc, maintenant, alors, d'autres demandent, puisque d'autres secteurs, assurance et autres, disent oui, mais nous aussi. Alors, en assurance, c'est déjà dans leur programme. En GPME, ce n'est pas dans leur programme. En profession immobilière, ce n'est pas à leur programme. Mais tout ça, ça représente un coût. Parce que quand on dit que nous mettons une coloration, c'est 3 heures supplémentaires, ça veut dire qu'il faut payer 3 heures un enseignant que tu dois démarcher ou débaucher, que tu n'as pas dans ton établissement. Donc là aussi, ce sont des partenariats ou avec des coachs numériques. Donc on a fait intervenir un récemment, ou avec d'autres établissements scolaires qui mettent en place cette coloration. Et cette coloration-là, maintenant, elle est reconnue au niveau des entreprises dans lesquelles nous allons. Coloration, c'est-à-dire mutualisation? Non, une coloration, c'est que tu donnes un plus en fonction d'une compétence supplémentaire, en fonction de la demande du marché. Mais justement, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour diminuer les coûts, puisque ça représente un coût, peut-être mutualiser, c'est-à-dire que toutes les écoles dont le besoin, je pense que toutes les écoles ont le besoin, qu'on puisse mutualiser de manière justement à réduire le coût que ça représente. Il faut d'abord faire des expériences, comme ce que nous faisons, comme un petit laboratoire. On fait des expériences. On porte ensuite cette expérience-là au niveau académique, en disant, voilà, au niveau académique, voilà le besoin de l'entreprise. Nous avons besoin de 3 heures supplémentaires à ce que vous nous allouez. Ensuite, d'autres établissements pourront emboîter le pas. Mais il faut mener des petites expériences avec les entreprises pour nous donner aussi du poids par rapport à la demande que nous aurons à adresser au niveau de l'académie. Très bien. Alors, Julien, on va justement parler de Julien un petit peu. Je vais juste rebondir sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. C'est qu'on remarque, en tout cas, je remarque que tout est fait dans le sens, les établissements regardent ce dont ont besoin les entreprises,
mais on ne regarde pas forcément ce que les jeunes, eux, veulent faire plus tard. C'est-à-dire qu'on met des cases et on demande aux jeunes de rentrer dans ces cases-là pour la suite. Alors que quand on regarde les différents métiers qu'on peut faire, les différents secteurs d'activité qu'on peut avoir en Guadeloupe, il y a énormément de choses à faire. Si moi je prends mon exemple de la partie nautisme, on a ce qu'on appelle l'économie bleue. C'est tout ce qui est autour justement du nautisme, c'est-à-dire il y a la voile, mais autour de la voile, il y a tous ceux qui préparent les bateaux, il y a tous ceux qui réparent les bateaux, ceux qui font les voiles. Donc, et on n'a pas forcément des formations qui vont dédiées à cela, alors qu'on habite sur une île, on a la mer, on a plein de touristes qui viennent pour faire ces activités-là. Il y a des bateaux de passage, mais qui ne vont pas forcément s'arrêter en Guadeloupe pour faire les réparations, alors qu'on aurait la possibilité de faire ça. Je tourne la parole juste après. Sur ces questions de réparation de bateaux, est-ce qu'il y a une forte demande? Est-ce que quand les bateaux de plaisance arrivent, est-ce qu'il y a une forte demande de réparation, d'entretien et tout ça, pour créer des emplois? Rien qu'en Guadeloupe, les bateaux qui sont en Guadeloupe, il y a une forte demande. Vous avez actuellement une zone technique qui est sur la marina de Bas-du-Fort, qui est remplie, qui est full en permanence. Pour avoir une place pour mettre son bateau à terre, en fonction de la taille du bateau, vous pouvez avoir un délai d'attente d'1 mois, 2 mois, en fonction de la place. Parce qu'il n'y a pas forcément les gens qui vont pouvoir travailler tout de suite aussi sur le bateau, le temps que ça va prendre pour faire la réparation. Donc de ce côté-là, oui, il y a de la demande. C'est ce que je voulais rajouter tout à l'heure, parce que le maillage se fait aussi, une fois par an, l'INSEE envoie dans chaque entreprise une enquête. Et pour le regarder, moi-même, pour le pratiquer, beaucoup d'entrepreneurs ne remplissent pas l'enquête parce qu'ils se disent, bon, une tâche de plus, c'est des fois 5-6 pages recto verso à remplir, à cocher. Et là, on exprime ses besoins. Donc, il faut vraiment renseigner cette enquête-là et la redistribuer parce que sinon, après, il y aura toujours un décalage, un déphasage entre les besoins des entreprises et les formations ou tout ce qu'on propose sur le marché. Alors, Julien, selon toi, on peut créer un énième lycée du nautisme? Puisque j'aimerais que tu répondes à cette question-là. Il y a aussi je crois aussi que en 2024, la France, il y a une partie des activités nautiques de la compétition mondiale qui vont se faire en Guadeloupe. C'est bien ce que j'ai compris. Donc, est-ce que ça ouvre encore des possibilités? Voilà. Ça peut ouvrir les possibilités si les formations sont faites pour pouvoir tout faire en Guadeloupe. Si les formations ne sont pas faites, il y a forcément des personnes qui vont venir de l'étranger ou de métropole, qui vont venir, qui vont faire le travail qu'il y a à faire, et après vont repartir. Si vous prenez l'exemple de la route du Rhum, par exemple, les bateaux sont arrivés en Guadeloupe, et il y a eu la course des classes 40 qui est partie de Guadeloupe pour repartir en métropole. J'ai eu l'occasion, moi, de travailler sur l'un des bateaux, et je me suis rendu compte que j'étais le seul Guadeloupéen à travailler sur les bateaux qui étaient encore là. Sinon, tous les autres, c'est des gens venus de l'étranger pour pouvoir travailler. Ça veut dire que tous les 4 ans, il y a de la demande pour ça. Si les jeunes étaient formés à travailler sur les bateaux en Guadeloupe, nous avons plusieurs bateaux qui font des régates en Guadeloupe, c'est les régates d'habitables. Il y a de la demande pour réparer des bateaux. Il y a des plaisanciers qui ont leurs bateaux qu'il faut réparer. Ce n'est pas des bateaux de compétition, mais c'est la même chose. On a un mât, une voile, des coques, des moteurs. Donc, globalement, ça sera la même chose à chaque fois. Est-ce que c'est un problème de communication ou est-ce que c'est un problème sociologique, culturel qui dit qu'on avait une défiance par rapport à la mer? Comment tu qualifies tout ça? C'est un peu des deux. Quand on regarde bien, il y a le lycée de Sainte-Anne, par exemple, qui va faire, le lycée Le Collège de Sainte-Anne, qui vont faire beaucoup de voiles avec la base nautique de Sainte-Anne. Il y a à Petit-Bourg aussi. Petit-Bourg aussi, il y a aussi avec Voile 44 à Goyave. Mais après, quand on regarde, et Saint-François aussi, qui ont la base nautique, mais quand on regarde les autres communes, il n'y a pas forcément de base nautique, mais il n'y a pas forcément la possibilité aussi d'avoir une base nautique. Mais c'est là où on devrait se dire,
il faudrait faire de la voile. Chaque commune devrait avoir une base nautique. On ne peut pas, ça dépend de la voile. Quand même. Pour on moi, peut non. jumeler. On peut C'est ça, c'est deux, jumeler trois les, faire une zone et voilà, et on jumeler les besoins. Surtout les communes qui sont limitrophes sur la côte. Est-ce que dans l'économie bleue, il y a aussi la dimension balnéaire, la dimension soins par la mer, toutes ces questions de santé? En fait, l'économie bleue, c'est tout ce qui est en lien avec la mer, le nautisme. Ça passe par le tourisme. Il faut bien, quand il y a des touristes qui arrivent, faire des excursions à bateau. Donc ça, c'est l'axe central. Mais à côté de ça, va graviter les gîtes, les avions, les restaurants, les loueurs de voitures, les taxis. En fait, il y a toute une économie qui va se faire autour d'une activité de l'économie bleue. J'imagine que tu dois voyager aussi. Est-ce qu'il y a une comparaison, un territoire qui pourrait nous inspirer? Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer comme Miami? Est-ce qu'on a des modèles qui pourraient nous, dans la Caraïbe, plus proche de nous, pour nous inspirer, pour nous donner une direction? Parce que des fois, quand on dit économie bleue, monsieur, tout le monde ne comprend pas vraiment... c'est large. L'étendue, voilà. C'est large. Moi, j'ai travaillé pendant un petit moment à Saint-Martin, par exemple, dans une base nautique, où on attirait beaucoup de touristes. Le touriste prenait un pack voyage avec l'activité voile, kayak, balade en bateau, activité excursion en bateau. Et dans son pack, il avait le billet d'avion, la chambre d'hôtel, la voiture, il avait tout. Beaucoup plus simple. Donc, voilà, c'est beaucoup plus simple. On a une seule fois à payer et tout est fait. Tout est fait, c'est nickel. Il y a aussi la réserve Cousteau, on parle de nos coraux, on parle de notre qualité des fonds marins. Est-ce que là aussi, il y a des options? On a parlé aussi du côté de la Côte-Soulevant où il y a la présence d'énormément de baleines. J'ai appris qu'il y avait au moins 28 baleines qui sont guadeloupéennes, qui sont résidentes. Ça ouvre des champs de possibilités énormément. Énorme. Pour moi, ça ouvre plusieurs perspectives. Déjà, comme j'ai dit, tourisme, mais aussi sur l'étude des animaux. On peut avoir des jeunes qui vont se dire, on veut étudier ces animaux-là, savoir pourquoi maintenant elles restent en Guadeloupe. Donc, ils vont prendre la voie de la recherche pour essayer de comprendre, essayer de les préserver. Et ça va permettre justement, peut-être, d'amener d'autres personnes à venir les voir, à venir les comprendre et en connaître un peu plus sur ces animaux-là. C'est vrai que j'ai noté tout ce que vous avez dit, mais quand vous avez dit effectivement, on essaie de mettre en place des formations et on demande aux jeunes de s'intégrer dans ces formations-là, le souci c'est que est-ce qu'il y a finalement un intérêt aussi? Parce que le problème c'est que est-ce qu'il y a des jeunes il y en a tant que ça, qui sont intéressés par cela, ou alors comment faire en sorte pour qu'ils soient intéressés, donc les attirer finalement? Mais est-ce qu'on leur propose déjà? C'est quand moi j'étais au lycée ou au collège, si je faisais pas de voile, j'aurais jamais su qu'il y avait, on pouvait être moniteur de voile ou responsable de base nautique, etc. On a les métiers, on va dire, génériques, responsable de magasin, les trucs qu'on voit généralement à la télé, ou ce que font nos parents, mais... Après, coach en numérique, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui connaissent ce métier-là. On va garder cette question coach numérique. Mais même, on parlait aussi sur la question du nautisme, mais il y a aussi l'équipement nautique qui coûte très cher. Alors, voilà. Il n'y a pas suffisamment de boutiques. Il y a énormément de choses à faire sur ce volet-là. Tout l'équipement de pêche, l'équipement de plongée, est-ce que vous ressentez qu'il y a un besoin? Parce que moi, si vous avez un besoin, je crée une entreprise tout de suite pour pouvoir répondre à votre besoin. Moi, je veux dire qu'on a quand même des données. On a quand même des données sur lesquelles on peut s'appuyer. L'INSEE a sorti en 2017 un numéro, c'est le numéro 15, où il décrivait tous les métiers en tension en Guadeloupe. Donc moi, je conseille vraiment de regarder, de lire, de prendre le temps, parce qu'il y a des secteurs, c'est une mine d'or. Où on peut trouver le document? En ligne, il est en ligne, on peut le télécharger. Bon, c'est vrai que c'est pas très agréable de le lire sur le portable ou l'ordinateur, mais imprimer certaines pages si on a besoin. Mais dans ce dossier, on vous dit bien, par exemple, que dans le bâtiment, en plomberie, il y a un désert. Les jeunes ne veulent plus faire, alors que pour avoir un plombier pour intervenir chez soi, vous pouvez attendre 1 mois. Parce qu'il n'y a pas une panacée de plombiers. Donc, vous voyez, donc moi, je pense que le
le besoin est là, il n'est pas forcément reconnu et conscient pour tout le monde, pour les différents acteurs, mais le problème, c'est que le maillage ne se fait pas. C'est-à-dire entre ceux qui ont le besoin, ceux qui peuvent le donner, les formateurs, les jeunes, il faudrait quelque chose qui maille tout ça, vous voyez, qui rassemble tout ça. Alors, vas-y. L'école de Blanchette, je me permets à l'époque, parce que c'était mon frère qui a été à l'école là, souvent on a des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et ce que j'ai apprécié avec cette école, c'est qu'en fait, dès la 3e, ils vous mettent en immersion. C'est-à-dire qu'en fait, vous touchez un peu à tout. Parce que parfois, le jeune ne sait pas tous les collèges. Toujours, voilà. Tous les collèges. Ben, moi, en tout cas, au collège de Baïf, mon Dieu, j'espère que je ne vais pas faire des ennemis. On n'avait pas cette option, peut-être qu'avant, après, c'est arrivé. Mais en tout cas, cette école-là, c'est surtout le professionnel, parce que le général, il n'y a pas cette possibilité. Donc, c'est-à-dire, on reste tout le temps dans le général, on apprend de l'histoire, géo, mathématiques, voilà. Mais on n'a pas de pratique. Et au final, c'est en pratiquant qu'on découvre finalement qu'on aime le nautisme, qu'on aime la plomberie, qu'on aime, vous voyez. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être ajouter une touche très tôt à l'enfant pour qu'il puisse finalement se familiariser et découvrir finalement qu'est-ce qu'il aime. Parce qu'au final, c'est ça, savoir qu'est-ce qu'il aime pour pouvoir l'orienter. Alors, Julien, il y a aussi, on entend souvent quand nos jeunes parlent, hein, ils sont beaucoup intéressés par combien ça gagne. C'est ça, voilà. Est-ce que justement, on peut leur donner des idées, des réponses sur ces questions-là? Parce que nous, selon notre expérience dans le domaine du nautisme, il y a de quoi créer de la valeur ajoutée et de manière substantielle, parce que les gens qui font des balades en barque, c'est pratiquement 400-500 000 euros de chiffre d'affaires qu'ils font par an. Parce que une personne paye 50 euros. Donc, je vous laisse imaginer. Donc, Julien, si tu peux répondre. Moi, je réponds à cette question. C'est on gagne ce qu'on investit en fait, en temps. Si on prend l'exemple d'un pêcheur qui va pêcher une fois par mois, il ne va pas gagner beaucoup. Et un pêcheur qui va aller pêcher quasiment tous les jours va gagner bien sa vie. Donc, dans tous les métiers, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre en temps dans ce qu'on va faire pour son investissement, pour être bien financièrement. Voilà. Et puis c'est vrai qu'aussi, il va pêcher pendant un mois, il va dépenser beaucoup aussi. Donc au final, même s'il fait rentrer beaucoup d'argent, il a ses charges. Très bien. Mets-moi l'image pour M. Bérami, s'il te plaît. M. Bérami fait un travail monstrueux là. Donc ça aussi, c'est un secteur... Monsieur, alors du coup, on va prendre rendez-vous. Parle plus fort, s'il te plaît. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui. Bon, alors, là, ça s'appelle Le secret de Sainte-Rose, la légende de Cédia et Bois-Guerre. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, c'est un conte pour enfants qui est basé sur ma commune chérie Sainte-Rose. Donc, j'utilise le contexte des sections de Sainte-Rose et pour placer dans un stade de mystique, c'est-à-dire un conte longtemps. Ça commence quand les poules avaient des dents. Donc, ça veut dire que c'est vraiment loin. Voilà. Et on raconte l'histoire d'une petite fille où, à l'époque où l'homme pouvait marcher sous l'eau et les poissons pouvaient marcher sous terre. Donc, c'est tout un mystique pour enchanter les enfants, mais leur faire s'habituer à leur culture. Mais je voulais rebondir sur ce que Julien a dit. Moi, je crois en la jeunesse guadeloupéenne. Nous aussi. Alors, et non seulement je pense que c'est notre rôle de formateur, de responsable de centre, de prendre un conseiller pour pouvoir regarder ce qui manque. Parce que son problème, c'est de trouver les compétences. Quelles compétences qu'ils auront besoin pour créer les écoles? Et après ça, on peut faire des titres professionnels. Donc, ils peuvent passer par la voie traditionnelle, même par la voie professionnelle. Oui, la jeunesse guadeloupéenne. La jeunesse guadeloupéenne. Voilà. Ça peut se faire aussi. La jeunesse guadeloupéenne peut réussir, mais il suffit que elle réussit. Il suffit que nous donnons les moyens et l'envie de réussir. C'est ça, effectivement. Julien, tu peux rebondir? Oui, moi je crois en la jeunesse guadeloupéenne. Quel âge tu as déjà? J'en ai 30. 30 ans. Tu fais plus jeune. Non? Parce que je me suis rasé, c'est pour ça. Oui, je crois en la jeunesse guadeloupéenne. La dernière fois, j'ai croisé des jeunes au Lamentin. Eux, ils cherchaient leur voie. Et je leur ai expliqué les différentes possibilités, comment, on va dire, trouver sa voie. Je leur ai demandé juste, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? On va partir de ce point de départ et voir tout ce qui tourne autour pour pouvoir trouver un truc qu'ils peuvent faire. Voilà.
Partir du besoin. Remets l'image, s'il te plaît, pour M. Béramis. Je veux juste intervenir, excuse-moi, quand Julien disait qu'on met pas en synergie le besoin du jeune. Alors, je vais m'inscrire un petit peu en faux parce que sur le territoire de Guadeloupe, il y a moult formations, plusieurs centres de formation privés, l'université qui a étoffé également sa carte de formation, tout simplement par rapport à ce que tu disais, un travail de fond qui est mis en place. Parce qu'on ne doit pas écarter ce travail de l'INSEE, des différents opérateurs, Pôle emploi et autres, et de la région, pour asseoir la carte des formations et donner la possibilité à chaque jeune en fonction de son besoin, parce que maintenant on parle du droit à l'erreur. Un jeune arrive chez moi, il me dit tout compte fait, pourtant après le premier mois, ça ne m'intéresse pas. Je suis en obligation de le recevoir, en obligation de travailler avec la psy-EN sur ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. La feuille elle est découpée en deux. Ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Ce que je ne me vois pas faire du tout. Ce que j'aimerais bien faire, mais que je n'ose pas faire. Parce que là aussi, il y a cette espèce de peur d'oser. D'accord. Je vais juste poser une question. Ensuite, on revient à M. Béramis parce qu'il nous reste 3 minutes. Il y a une question aussi qu'on ne soulève pas souvent, c'est quelles sont mes appétences? Qui je suis? C'est ça. Est-ce que je suis... pour prendre mon exemple, moi j'ai commencé par les filières techniques pour me rendre compte que j'étais un homme de communication. Oui, donc, mais ça c'est l'approche qui je suis. Et donc je pense qu'on devrait, si on partait de ça, ce que tu aimes, si tu es plutôt social, et ensuite, donc il y aura... Voilà. Monsieur Béramis, remets l'image s'il te plaît. Oui. On va remettre ton image. Et voilà. Donc c'est un livre audio. C'est un livre. Alors, c'est un e-book. C'est un e-book d'ailleurs qu'on trouve sur Amazon KDP. Et je l'ai aussi en version papier, mais toujours sous le même support. C'est une histoire de combien de pages? Alors, avec les images, il y a 36 pages. Mais c'est un livre illustré parce que c'est un jeune public et les jeunes publics sont attirés par l'image. Quel âge, le public? Alors, le public, c'est entre 3 à 12 ans. Un beau cadeau de Noël. Les parents. De beau cadeau de Noël. Voilà. Combien de temps ça prend pour faire un outil comme ça? Alors, comme je vous dis, je suis dans le numérique. L'histoire, c'est moi. Mais j'utilise énormément la génération, le Amazon, excusez-moi, le AI. L'intelligence artificielle. Ah oui, l'intelligence artificielle. Donc, créer les images aussi. Je crée les images grâce à des prompts. Donc, il faut être... Beaucoup de personnes pensent que c'est facile, mais c'est faux. Parce qu'il faut être précis dans ces images, précis dans sa définition. Je ne peux pas me reconvertir dans ce genre de choses. Alors, c'est toujours possible. Il faut savoir que tout est possible. Dès que tu crois, tu vas avoir... Il est vraiment inspirant. J'aimerais comprendre. Mais justement, ça va inspirer Julien aussi, parce que si on fait des dessins animés sur un jeune qui aime le milieu marin, ça peut inspirer depuis la base. Tout le monde ne savait pas nager, il est tombé dans l'eau et puis finalement il a appris... Voilà. Mais où est-ce qu'on peut retrouver, donc on va redire où on peut retrouver le document, ça coûte combien à Noël, déjà? Quel type d'enfant? Alors, vous allez directement sur Amazon KDP, vous tapez mon nom Béramis Cédric, je suis référencé en tant qu'auteur, et le livre coûte 9,99 € de manière digitale. Voilà. Digital. Donc après, on le télécharge. Comment ça s'écrit, Béra? Alors, Béramis, c'est CE, Cédric, c'est CK. D'accord. Oui. Voilà. Donc c'est bien. Donc est-ce que l'autre projet là, c'est quoi exactement? Alors là, je suis en train de démontrer qu'avec le AI, on peut mettre couleur Guadeloupe, couleur caribéenne. Donc je commence le début d'une série et par la suite, je pense la finir, mais ramener avec moi des jeunes pour leur montrer que, écoutez, avec le AI, avec le numérique, on peut faire plein de choses pour notre pays Guadeloupe. Ben, tu rassures Magali qui avait peur qui avait un problème avec ça. Bon, ben on va rappeler vos coordonnées à tous. Moi, ce que je voudrais, avant de vraiment conclure et dire un peu dans sa logique, à tout jeune, qu'il doit pouvoir s'insérer en fonction du temps qu'il va passer à son désir d'orientation. Il doit pouvoir trouver sur son territoire
de quoi faire. Maintenant, il y a trop d'opportunités pour qu'un jeune me dise qu'il ne sait pas où aller. Même son ancien lycée a obligation de le recevoir pour le conduire. Très bien. Julien? Par rapport à ça, nous, justement, l'association Nautique Nord-Basse-Terre, la semaine prochaine, on organise un forum des métiers autour de la mer. Voilà, magnifique. C'est au port de Sainte-Rose, justement, à partir de jeudi pour le forum des métiers, jusqu'à vendredi. Quelle date? C'est cette semaine-là. Le 7, je pense. Voilà. Bon, il faudra nous envoyer la fiche. Je n'ai pas dit à Julien que chez nous, nous avons une mention complémentaire à G2S. Sport pour tous, mais métier du nautisme. Donc, nous avons nos élèves qui passent le permis bateau, le permis côtier. Rapidement. Non, mais j'ai 2 élèves dans l'association. Tes coordonnées, tu es aussi formateur, donc coordonnées. Alors, je vais transmettre après les coordonnées, mais je tiens à dire une phrase. Rapidement. Oui, rapidement. Tant qu'il n'y a pas ni l'amour, il n'y a espoir. Oui, bien sûr. Donc, tant qu'il ou végoumé ou qu'érivé. Très bien. Il faut ça. Wow, magnifique. Merci Jordan. Merci à vous tous. Donc, on ne salue pas alors. Au revoir, parce que du coup, Pardon. Bon appétit. Pardon. Merci, Je vais me faire tirer les oreilles par Jordan. Non, mais nous, on va te tirer les oreilles après. Les oreilles à moi, Jacques, c'est bon. Bon, merci à vous tous. Ça fait un plaisir. Oui, effectivement. On se retrouve la semaine prochaine. Et pour une autre édition de Culture Business, on va continuer ça. Peut-être pas la semaine prochaine, mais après, on va revenir sur d'autres filières. Retrouvez cette dame aussi, c'est des entrepreneurs inarrêtables. Oui. Et l'autre. Maga Consulting pour vous accompagner dans la gestion des payes de vos collaborateurs. Salut, bon appétit.